Les personnes au sein de votre équipe ou de votre entreprise sont passives, s'expriment peu, partagent peu, pas de panique. J'ai un livre pour vous, The Fearless Organization d'Amy Edmondson, qui explique notamment pourquoi il est inutile d'investir du temps et de l'argent dans le recrutement de personnes s'il leur est impossible par la suite de donner leur avis, de challenger l'existant, bref, de participer à la réflexion collective de l'entreprise. Avant d'aller plus loin, je me présente. Je m'appelle Denis Migaud, je suis très heureux de participer à Scrum Life et je tiens d'ailleurs à remercier toute l'équipe ainsi que toute sa communauté qui aide au quotidien la chaîne à vivre. Le livre que je souhaite vous présenter aujourd'hui, le voici. The Fearless Organization, un ouvrage écrit en 2018 par Amy Edmondson, professeur à la Harvard Business School, qui se veut un guide pour instaurer pas à pas une sécurité psychologique ou une sûreté psychologique, si vous préférez ce terme-là, au sein d'une équipe et d'une entreprise. La sécurité psychologique, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir s'exprimer, de donner son avis, contradictoire ou non d'ailleurs, ou encore de partager ses idées et ce sans crainte des conséquences, sans peur d'être pointé du doigt ou, dans le cas d'une entreprise, sans crainte d'être mis au placard ou licencié. C'est donc le fait de pouvoir s'exprimer en sachant que l'on est écouté, entendu, respecté, et donc en sachant que son opinion sera prise en compte, et ce quel que soit son statut, son ancienneté, son genre ou ses origines. Il y a cette phrase de la professeure en neurosciences Patricia Riedel que j'aime beaucoup, car elle résume à elle seule tout l'intérêt de la sécurité psychologique en entreprise. Quand nous ne nous sentons pas en sécurité, nous gâchons une grande part de notre énergie à tenter de protéger notre identité au travail. Tout est dit. Au sein d'une entreprise, disposer d'un environnement assurant une sécurité psychologique est capital. Au-delà du sentiment indispensable de confiance, d'écoute et de considération que cela témoigne, et ça j'y reviendrai un peu plus tard au sein de cette vidéo, la sécurité psychologique est une condition indispensable pour favoriser l'intelligence collective. Si vous souhaitez aller un peu plus loin sur le sujet donc de l'intelligence collective, mais aussi de la prise de décision en groupe, je vous invite à regarder l'excellente conférence d'Olivier Siboni intitulée « Comment éviter les biais cognitifs pour prendre la bonne décision ». C'est l'occasion d'apprendre 3 techniques pour faciliter la prise de décision en groupe. 1. Partager des éléments démontrant que l'option envisagée est une erreur. 2. Permettre aux participants d'exprimer des désaccords. Et enfin 3. Fixer des critères explicites. Mais alors concrètement, comment la sécurité psychologique se matérialise-t-elle au sein d'une équipe? Avant de répondre à cette question, expliquons comment Amy Edmondson a découvert la notion de sécurité psychologique. Durant son doctorat, elle réalisait au sein d'une équipe de recherche une étude au sein de 7 hôpitaux sur les erreurs médicales et notamment sur leurs effets au sein des équipes médicales. Après analyse des chiffres, des statistiques ou encore analyse des sondages envoyés aux membres des équipes étudiées, elle s'est rendue compte de l'existence d'une corrélation entre le nombre d'erreurs commises par une équipe et l'efficacité de cette même équipe. Et là, contre toute attente, plus une équipe s'avère efficace, semble efficace, plus elle semble faire d'erreurs. Cela paraît contradictoire. Et après plusieurs observations, et recueil des témoignages, il s'est avéré que les équipes les plus efficaces sont celles où il est le plus simple de remonter une erreur et d'en discuter. Au final, les équipes les plus efficaces ne sont pas celles qui commettent le plus d'erreurs, comme les chiffres pouvaient le laisser entendre en premier lieu, mais celles qui remontent le plus d'erreurs. Et cette tendance à partager des difficultés permet à une équipe de lancer des conversations et de réfléchir collectivement à comment s'améliorer. L'élément fondamental à retenir ici est le suivant. La peur n'est pas un levier de collaboration, ni de motivation et encore moins de performance. Amy Edmondson explique d'ailleurs que les recherches en neurosciences indiquent que la peur consomme des ressources physiologiques au détriment de parties du cerveau gérant la mémoire et le traitement des nouvelles informations. Elle partage également des études montrant comment une culture d'entreprise basée en partie sur la peur et la compétitivité entre les salariés a eu des conséquences humaines et économiques dramatiques pour des sociétés comme Volkswagen, Nokia ou encore Wells Fargo. Comme souvent dans l'étude des relations humaines, rien n'est tout blanc ou tout noir. Ainsi, peu de temps après le tournage de cette vidéo, j'ai découvert que l'assertion d'Amy Edmondson selon laquelle la peur n'est pas vectrice de performance est à nuancer. En effet, l'article publié dans Le Monde le 24 avril 2021, s'appuyant sur des recherches effectuées dans des firmes européennes, chinoises et américaines, montre que la punition peut avoir un effet positif sur la productivité d'un groupe. Cela a pu se vérifier à travers plus de 150 études, dont notamment l'une indiquant que, dans une entreprise chinoise d'électronique grand public, la menace faite aux travailleurs de perdre une partie de leurs avantages financiers en cas de non-respect des objectifs a abouti à une hausse sensible de la productivité. Comme le précise l'article, de telles sanctions financières ne sont pas autorisées par la loi en France, mais le management par la menace peut prendre bien d'autres formes. Ces techniques de management, évidemment terribles et vectrices de souffrance, concernent principalement des salariés en situation précaire n'ayant d'autre choix que de subir la situation. Après cette définition
de la notion de sécurité psychologique et l'explication de sa matérialisation au sein d'une équipe, expliquons comment la mesurer. Amy Edmondson explique qu'une approche possible peut être d'interroger individuellement ou collectivement les salariés en leur présentant différents scénarios, et en leur demandant, pour chacun de ces scénarios, comment eux ou leurs collègues réagissent. Attention, dans un contexte de défiance des salariés vis-à-vis de leur entreprise, il peut être plus opportun de recueillir les informations via un sondage en ligne et anonyme, plutôt qu'en face à face. Une autre approche peut être de poser un ensemble de questions par le biais d'un sondage anonyme ou à travers l'animation d'un atelier. Cet ensemble de questions peut être: est-ce difficile de demander de l'aide auprès des membres de votre équipe et auprès des personnes ne faisant pas partie de votre équipe? Est-il prudent de prendre des risques au sein de votre équipe ou de l'entreprise? Les différences et les contradictions sont-elles facilement acceptées au sein de votre équipe? Si vous faites une erreur, vous êtes-elle reprochée? Comment réagissez-vous lorsque vous ou votre équipe faites face à un problème? Évidemment, ces questions ne sont pas exhaustives. Elles ont pour but de créer des conversations et d'être le point de départ d'une réflexion collective sur l'amélioration de l'organisation du travail et la culture d'entreprise. Elles sont aussi l'occasion d'aborder des sujets indispensables à la fois au bien-être des salariés et à la prospérité de l'entreprise. Les sujets de l'autonomie des salariés, de leur responsabilité, de leur imputabilité, de leur implication ou encore de leur pouvoir décisionnel. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces thèmes, je vous recommande 2 livres. The Responsibility Process de Christopher Avery, qui, comme son nom l'indique, traite du processus de responsabilité. Ou encore L'insoutenable subordination des salariés de Daniel Inhardt, qui met notamment en garde contre les dérives et limites des modes managériels, misant sur une autonomie toute relative des salariés. Maintenant que nous savons ce qu'est la sécurité psychologique, comment elle se manifeste ou encore comment la mesurer, attardons-nous sur comment la mettre en place. Le sujet étant très vaste, je ne peux tout détailler dans cette vidéo. Je vais donc plutôt me concentrer sur 3 notions qui me semblent incontournables: la vulnérabilité, l'écoute et la confiance. Débutons avec la vulnérabilité. Pouvoir s'exprimer librement signifie pouvoir partager ses craintes, ses limites, ses erreurs, sans la peur d'être jugé. Pour y parvenir, cela nécessite, comme toujours, de la part des personnes faisant figure d'autorité, des personnes ayant des postes de responsables, managers, ou encore des dirigeants, ça nécessite pour eux de montrer l'exemple. Au sein d'une équipe, cela peut également nécessiter la mise en place de moments d'échange où chacun va pouvoir partager des faiblesses personnelles, puis être aidé par le collectif pour les surmonter. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à vous rendre sur le blog origine.fr où le coach Paul Devaux détaille un atelier fort utile intitulé « Vulnérabilité en coaching d'équipe ». Continuons avec l'écoute, le deuxième point. Pouvoir s'exprimer, c'est aussi pouvoir être entendu. Le plus fondamental dans la contribution à la sécurité psychologique tient dans sa capacité à se taire. L'écoute permet en effet de comprendre, de créer des conversations, de réfléchir, de découvrir la réalité du fonctionnement de l'entreprise et de faire émerger des opportunités. Elle permet d'ébranler des croyances et d'entendre le quotidien de personnes. Pour en savoir plus sur le sujet de l'écoute, je vous invite à vous renseigner sur le sujet de l'écoute active. Il y a pléthore d'informations, d'ouvrages que vous pouvez trouver en ligne. Et je vous invite aussi à lire l'excellent livre « La crise de l'intelligence » du non moins excellent Michel Crozier, où plusieurs pages sont consacrées à l'importance de l'écoute. Terminons sur le troisième point, la confiance, soit le lubrifiant de la sécurité psychologique. L'instauration de la confiance passe, comme nous venons de le voir, par une reconnaissance de sa vulnérabilité, mais aussi par l'acceptation des critiques ou des contradictions. Mais ça passe aussi par la fidélité à la promesse donnée, et donc par la prédictibilité de ses comportements. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à lire 2 ouvrages. Un livre de François Dupuis, On ne change pas les entreprises par décret, dont le titre fait référence à Michel Crozier, où plusieurs pages sont consacrées au sujet de la confiance, ainsi que l'excellent article d'Éric Simon, que vous pouvez retrouver sur le site du Cairn et qui s'intitule « La confiance dans tous ses états ». Pour conclure, s'il est difficile au sein d'une entreprise de partager des idées, de donner son opinion, d'être entendu, et ce, quel que soit son statut, l'innovation et le bien-être des salariés sont alors menacés. Et donc la capacité de l'entreprise à créer son avenir devient difficile, très difficile même. Toutefois, si la sécurité psychologique s'avère indispensable pour remédier à cela, elle n'est pas envisagée comme une finalité. Elle n'est qu'un socle qui doit s'accompagner d'une remise en cause de l'unilatéralité des modalités de prise de décision, des modalités de définition des objectifs, aussi bien stratégiques qu'opérationnels, ou encore des modalités de construction de la structure et de l'organisation de l'entreprise. Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège de tout observer ou tout analyser par le prisme de la sécurité psychologique. C'est d'ailleurs le reproche que je formule à l'encontre d'Amy Edmondson. Elle s'est récemment exprimée sur 2 accidents, les 2 accidents des 737 MAX, en expliquant que ces crashs, survenus en 2019, étaient liés à une absence de sécurité psychologique au sein de Boeing. C'est sûrement vrai, je ne mets pas du tout en doute cet avis-là. Mais c'est seulement vrai en partie, car la réalité est bien plus complexe, causes, symptômes s'entrelacent, et d'autres points de vue, d'autres raisons peuvent être évoquées.
notamment celle évoquée par Dominique et Alain Schnapper au sein de l'excellent livre que je vous recommande, Puissante et fragile, l'entreprise en démocratie. Ce livre montre que ces accidents sont la conséquence d'un management financiarisé où la sécurité et la qualité deviennent secondaires face à une recherche effrénée de profit. Au final, si la sécurité psychologique est une base incontournable, elle n'est à entrevoir que comme une première étape à une refonte de l'entreprise comme une entité collective où chaque salarié, et ce quel que soit son niveau hiérarchique, quelle que soit l'instance décisionnaire à laquelle il appartient, où chaque salarié peut être représenté, respecté, responsabilisé et entendu. J'espère que cette présentation rapide de la notion de sécurité psychologique et du livre d'Amy Edmondson vous en donner des idées pour accompagner une équipe ou une entreprise dans leur évolution. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous en avez pensé. Dans un prochain épisode, j'évoquerai le livre Le salaire de la peine de Sylvain Perragin. Cela sera l'occasion de parler de management et de souffrance au travail. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe, on vous l'a répété à maintes reprises, pensez à mettre un pouce vers le haut et à la partager à quelqu'un à qui elle serait utile. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, qui doit s'accompagner d'une remise en cause de l'unilatéralité